coucou, ça devait pas se passer comme ça. Le 30 octobre 2015, Tia Palmer est déposée dans les alentours de son collège par son père adoptif. Ce jour-là, elle n'assistera à aucun cours et ne sera vue par aucun camarade. Son histoire va faire le tour de l'Australie, mobilisant des milliers de personnes qui vont tenter de comprendre ce qui a bien pu arriver à Tia. L'horreur qui va suivre à traverser les frontières fait l'objet de centaines d'articles et de reportages qui ont fait des millions de vues. Aujourd'hui, c'est à vous de découvrir l'histoire de Tia Palmer. Et de deuxième X-Guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de la disparition de Tia Palmer qui avait 12 ans au moment des faits. Tout au long de cet HVF, vous allez penser qu'on a atteint le plus haut point d'horreur de cette affaire. Et pourtant, vous allez voir que jusqu'à la dernière minute, ça va monter en flèche. L'affaire a été très compliquée à écrire puisque l'histoire de Tia Palmer a tellement passionné les Australiens qu'il existe des centaines d'articles sur le sujet. Et on pourrait se dire que plus il y a d'articles, plus c'est facile d'écrire. Eh bien pas du tout, puisqu'en fonction des articles, les informations sont différentes. Oui, je suis en train de me plaindre gratuitement, mais ça va, j'ai le droit de temps en temps. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une disparition inexplicable. Notre histoire passe aujourd'hui dans la région de Queensland, en Australie, et plus précisément dans les alentours de Waterford de West. C'est ici que Tia Palmer, appelée Tia, vit chez les Thorburn, une famille australienne accueillant régulièrement des ados en difficulté pour leur permettre d'avoir un endroit stable et sain dans lequel grandir. Tia est arrivée chez les Thorburn en janvier 2015, et ce n'est pas la première famille d'accueil dans laquelle elle part vivre, puisque dès l'âge de 7 ans, elle a été placée par sa propre mère, Cindy, qui était malheureusement victime de violences conjugales. Donc par peur que sa fille finisse par subir elle aussi ces violences, elle a préféré l'éloigner d'elle. Après ce placement en famille d'accueil, Tia a continué de voir sa mère régulièrement lors de rendez-vous organisés par l'aide sociale. Mais peu à peu, Cindy a plongé dans une très forte dépression à cause de sa situation. Elle aimait sa fille, mais devoir la placer loin d'elle pour son bien l'a ravagée et elle a plongé dans l'alcool. En début d'année 2015, Tia débarque donc chez les Thorburn, placés par les services sociaux qui ont une entière confiance envers eux puisqu'ils se sont déjà occupés de plusieurs enfants et adolescents. Les Thorburn sont 4. Lia, Rick, le père, décrit comme très autoritaire et menant d'une main de fer les affaires familiales. Il est passionné par les belles voitures, c'est un ancien chauffeur poids lourd reconverti dernièrement en vendeur de hot dog. Julien, la mère de famille, est au foyer d'après ce que j'ai trouvé. Le couple a eu 2 enfants qui sont au moment des faits de grands ados. Josh, 19 ans, et Trent, 18 ans, qui sont tous deux passionnés de danse. Ils sont membres du club de leur ville et quelques photos existent d'eux en train de pratiquer. Tous s'entendent très bien avec Tia. Au moment de son placement chez les Thorburn, Cindy a essayé de voir avec les services sociaux pour la mettre ailleurs puisqu'elle avait peur qu'au vu de son âge, elle commence à s'intéresser aux garçons bien plus qu'amicalement. Mais les services australiens ont considéré qu'au vu de son âge, il n'y aurait pas de problème à la mettre avec 2 garçons de 18 et 19 ans. À leur âge, vous savez normalement faire comprendre à une fille de 12 ans qui tombe possiblement amoureuse de vous que ce n'est pas possible, sauf si vous avez un souci. Tia s'est très bien intégrée dans la famille. C'était une jeune fille qui avait déjà du vécu, qui avait connu de grands moments de galère. C'est quand même sa propre mère, pour son bien sûr, qui l'a éloignée d'elle. Donc Tia avait une certaine carapace que les Thorburn ont réussi à ouvrir pour l'intégrer à la famille. Vous l'aurez compris, Tia était une fille gentille, qui ne demandait qu'à grandir et appartenir à une famille. La matinée du 30 octobre 2015 s'est donc déroulée de façon classique. Josh et Trent sont partis s'entraîner au gymnase de la ville vers 6h15. Ils ont pour habitude de s'entraîner tôt avant d'aller en cours et de travailler le soir. Julien et Rick se lèvent eux aussi assez tôt puisqu'ils ont des animaux dans leur propriété et il faut donc nourrir les chevaux et nettoyer les box pour que la journée débute bien. Alors je suis pas spécialiste des chevaux, je sais pas si c'est normal de s'occuper d'eux dès 6h du matin, mais chez les Thorburn, ça l'est. Entre temps, Tia se lève à son tour et se prépare pour le collège. Elle monte en voiture avec Rick à 8h du matin, les deux ont une bonne relation. Ils ne sont pas meilleurs amis, mais leurs discussions sont cordiales. Rick n'était jamais vraiment très proche des enfants qui lui étaient envoyés par l'aide sociale. Il savait que leur séjour était généralement de courte durée et ça lui permettait aussi de toucher un peu d'argent. Vers 8h15, Rick dépose donc Tia proche de son collège, le Marsden State High. Le collège est situé à côté d'une grande route nationale et est entouré par plusieurs carrefours. Le fait que l'établissement ne soit pas au milieu de nulle part est très important, surtout lorsque l'on sait qu'il n'y aura aucun témoin de la disparition de Tia. Après avoir déposé l'adolescente, Rick part dans un magasin de pièces automobiles pour acheter, jour de l'an 1000, des pièces automobiles. De rien. À 12h, le téléphone sonne au domicile des Thorburn. C'est Julien, la mère de famille, qui répond et le collège lui demande alors pourquoi Tia n'a assisté à aucun de ses cours dans la matinée. Sur le moment, Julien ne panique pas du tout. Il est déjà arrivé plusieurs fois à Tia de fuguer et de s'absenter de ses cours. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, enfin bref, de ne pas assister à ses cours. Donc ça ne l'inquiète pas plus que ça, puisque généralement lorsque Tia disparaît, c'est pour tenter de rejoindre sa mère. Le processus classique est alors mis en place. Les services sociaux sont prévenus, l'éducateur spécialisé qui prend en charge Tia est appelé, et Cindy, la mère biologique, reçoit bien sûr un message lui indiquant que possiblement Tia va débarquer dans les prochaines heures. Rick, informé de la situation, part alors au commissariat pour signaler la disparition de Tia. Mais au vu de sa situation
Tia comme une fugueuse qui a envie d'embêter son monde et qui va rapidement rentrer à la maison. Et puis de toute façon, si elle doit se rendre chez sa mère, elle sera forcément arrêtée avant, puisque pour ça, elle doit prendre les transports en commun et n'a pas d'argent. Donc elle va se faire contrôler et va se faire arrêter, à faire classer une fois de plus. Les Thorburn vont donc se mobiliser pour tenter de retrouver Tia en ville. À leur retour du lycée, Trent et Josh vont prendre un véhicule pour sillonner les rues. Tia est un peu comme leur petite sœur, ils font attention à elle. Alors que la nuit commence à tomber, Tia n'a toujours donné aucun signe de vie. Elle n'est pas chez sa mère. Cindy, qui comprend alors que quelque chose ne va pas, va leur tenter de faire pression sur les policiers de la ville pour leur expliquer que sa petite fille, si elle avait fugué de sa famille d'accueil, serait rentrée au bout de quelques heures, comme ça a été le cas à chaque fois. Ou alors, elle aurait cherché à contacter sa mère, mais là, il n'y a rien. Cindy et la famille Thorburn vont travailler entre guillemets ensemble pour retrouver Tia. La page Facebook Crime Watch Logan, publiant des avis de recherche, va être contactée par Cindy pour publier une affiche missing qui sera mise en ligne le soir même avec comme message: tout le monde partage, manque une enfant de 12 ans. Tiani est absente de Marsden SHS. Elle a été vue pour la dernière fois à Macass ce matin à Marsden et n'avait assisté à aucun cours. La police a été prévenue. Rick sera aperçu dans les commentaires de la publication disant: si l'un de ses amis la cache, à nouveau, s'il vous plaît, faites ce qu'il faut et faites-le nous savoir. Elle doit rentrer à la maison. Le souci ce soir-là, c'est que la situation va complètement se retourner contre Cindy. Les gens, dans les commentaires de la publication, vont demander à Cindy pourquoi sa propre fille a été placée en famille d'accueil. Pourquoi est-ce qu'elle a déjà fugué plusieurs fois? Pourquoi s'intéresser à Tia alors qu'elle l'a abandonnée? Bref, l'avis de recherche posté sur la page Crime Watch ne mène nulle part. Le lendemain et dans les jours qui suivent, personne ne va s'intéresser à Tia. Les services sociaux s'en foutent, ils pensent qu'elle va forcément atterrir chez sa mère. Son établissement scolaire ne peut rien faire à part la noter absente à chaque heure de cours. Et les services de police de la ville pensent que c'est une fille à problème, donc de toute façon il va bien finir par se faire arrêter. Même les médias vont être contactés par Cindy. Et elle recevra comme réponse qu'il faut attendre que la police lance un avis de recherche officiel pour que les premiers articles sortent, car le cas n'est pas encore assez intéressant pour l'instant. Ah bah je peux vous dire que vu ce qui va se passer après, le cas va devenir très intéressant et ces chiens de journalistes vont publier des centaines d'articles sur Tia Palmer. 4 jours après sa disparition, Josh et Trent vont se mettre en planque chaque matin devant l'école pour voir si Tia ne vient pas voir des amis, si elle n'a pas des complices qui pourraient l'aider en lui donnant un peu d'argent ou de la nourriture. La famille sera bien sûr contactée par des personnes disant avoir vu Tia dans tel bus ou dans tel McDonald's. La police prendra la peine de vérifier les caméras de surveillance, mais il s'avérera que la fille vue dans ces endroits n'était pas Tia. Julienne va commenter sous l'avis de recherche publié sur Facebook: s'il vous plaît tout le monde, continuez à partager, nous avons besoin de plus d'aide. Elle est partie depuis trop longtemps. Cindy, la mère biologique, ne pouvait pas trop aider depuis chez elle, puisqu'au moment des faits, elle n'a pas le permis et est enceinte de 7 mois. Il faudra donc attendre 6 jours, quasiment une semaine complète, pour que la police australienne commence à s'inquiéter du sort de Tia. Malheureusement, à ce moment-là, il est déjà trop tard. L'affaire éclate. Le 5 novembre 2015, les Australiens commencent doucement à entendre parler de Tia Palmer. Quelques articles sortent dans la presse. Une fille de 12 ans est portée disparue depuis une semaine. Si quelqu'un a des infos, merci de contacter le service de police. Imaginez quand même la violence psychologique pour Cindy, la mère, et pour la famille Thorburn. Même si c'est une famille d'accueil, les parents et les fils se sont attachés à Tia depuis janvier. Et voir que les services de police n'en ont rien à foutre parce qu'elle est jugée comme problématique, ça leur brise le cœur. D'ailleurs, même si la police annonce sa disparition, ils le font de manière tellement discrète que les médias de l'époque s'en foutent une fois de plus. Pour faire mes recherches, j'ai mis un filtre Google pour afficher les articles qui datent uniquement du 5 novembre 2015, date à laquelle la disparition de Tia devient publique. Et bien, avant l'événement choquant de ce jour qui va arriver juste après, personne n'a fait d'article pour parler de la disparition de Tia. Malgré un début d'enquête misérable, si on peut appeler ça une enquête, c'est bien ce jour-là, le 5 novembre 2015, que Tia, qui a disparu dans l'indifférence générale, va fasciner de façon morbide les Australiens. Aux alentours de 17h15, la police du Queensland reçoit un appel. Des pêcheurs expliquent qu'ils sont actuellement au pont de Kirkin Road, à 30 minutes de route de Waterford, et qu'ils viennent de découvrir un corps d'enfants ou de jeunes ados en très mauvais état. Tout de suite, une équipe est envoyée sur place. Les vautours de journalistes sont prévenus. Un enfant placé dans une famille d'accueil qui disparaît, rien à foutre. Un corps en décomposition retrouvé à côté d'une rivière. Ah, ça c'est intéressant. Un hélicoptère survole la zone et sur les images d'époque, on peut voir un fourgon et une voiture de police qui commencent à boucler la zone. L'emplacement du corps semble être sur la gauche, entre les arbres, dans la tente bleue. Sur le moment, la personne retrouvée n'est pas identifiée formellement. Selon les médecins légistes, il ou elle est là depuis quasiment une semaine et l'état du corps est déplorable à cause des conditions climatiques. On est entre des arbres, près d'un cours d'eau, au mois de
le journal Gold Coast publie un article disant « Le corps de la jeune adolescente, identifié comme étant Tia Lee Palmer, 12 ans. Tia, pendant une semaine, a disparu dans l'indifférence quasi générale de son pays et elle est morte dans la même indifférence. Il aura fallu attendre son meurtre pour que les services de police et le pays tout entier commencent à s'intéresser à ce qui a bien pu lui arriver. Je peux vous dire qu'ils vont pas être déçus. Les Thorburn et Cindy sont prévenus de la découverte. Tous leurs espoirs s'effondrent. Ils ont bataillé pendant une semaine pour retrouver Tia, mais personne n'a voulu les aider. Certes, selon les experts, elle est décédée le jour même de sa disparition. Mais peut-être que des gens ont vu quelque chose. Une voiture, une camionnette, un événement suspect. Sauf que 6 jours plus tard, allez interroger les voisins ou les gens qui passent régulièrement sur le pont. Ils ne savent plus rien. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de quelle voiture vous avez croisée à tel endroit il y a 6 jours? C'est impossible. L'enquête qui débute a donc beaucoup de mal à avancer. Dès le 6 novembre, la police est pointée du doigt puisque la plupart des Australiens apprennent que Tia était disparue depuis une semaine. Personne ne comprend pourquoi ils n'ont pas entendu parler de son cas dans les médias et en une semaine, celui qui a fait ça a eu tout le temps nécessaire pour faire disparaître les preuves qui auraient pu mener jusqu'à lui. Dans un premier temps, ce sont les proches de la jeune fille qui sont interrogés. Rick, Julian, Josh et Trent ont tous les 4 le même discours. Tia avait déjà fugué, oui, mais elle était toujours rentrée. Elle avait très peu accès à Internet, donc elle n'a pas pu prendre contact avec quelqu'un qui aurait pu lui faire du mal. Rick confirme qu'il l'a bien déposée près de son collège le 30 octobre. Cindy, de son côté, jure que sa fille n'est pas venue lui rendre visite. Les amis et camarades de Tia sont interrogés. Les enquêteurs sont persuadés à ce moment-là que l'adolescente avait rendez-vous avec quelqu'un ou si elle avait un quelconque plan pour partir, au vu de son âge, elle en a forcément parlé à quelqu'un. Mais tous diront la même chose. Tia n'a jamais parlé de partir, elle n'a jamais mentionné le nom d'une personne avec qui elle aurait pu avoir rendez-vous. Dans ce cas, si Tia n'a pas disparu à cause d'un rendez-vous, peut-être a-t-elle été piégée. Et là je me rends compte que ça veut dire à peu près la même chose, mais vous avez compris. Les enquêteurs mis sur l'affaire prennent pour exemple le cas de Daniel Morcombe, un adolescent australien de 13 ans qui avait fait la une des journaux en décembre 2003. Il avait été enlevé, puis assassiné par Brett Cowan, qui l'avait attiré sous un pont alors qu'il attendait seul à un arrêt de bus. Ses restes avaient été retrouvés 8 ans plus tard dans des montagnes aux alentours. Mais une fois de plus, ça ne donnera rien. Des individus fichés seront convoqués, interrogés, perquisitionnés, mais aucun d'entre eux n'était dans les environs de l'école au moment de la disparition de Tia. C'est un journaliste qui, sans le savoir, va débloquer l'affaire lors d'une conférence de presse menée par l'enquêteur principal, Dave Hutchinson, pendant laquelle il présente tout ce que je suis en train de vous dire. Une question simple va lui être posée. Monsieur, êtes-vous sûr que Tia a bien été déposée par Rick Thorburn ce jour-là? Ce à quoi Dave lui répondra: non, nous n'avons pas encore trouvé de témoin qui l'aurait vu descendre de la voiture, mais nous avons fait des enquêtes. Tout semble ok d'après nos informations. Elle a bien été déposée à l'école vers 8h10 le matin de sa disparition. Oui, ils n'ont pas vérifié si Tia avait bel et bien été déposée par Rick Thorburn le matin de sa disparition à son collège. On va avoir du mal à avancer. Un nouvel appel à témoins est organisé. Une récompense de 250 000 $ est mise en place par le ministère de la police australienne, proposée à quiconque aidera à faire avancer l'enquête. 2 enquêteurs vont avoir pour mission de regarder les caméras de surveillance présentes autour de l'établissement scolaire de Tia le jour de sa disparition, pour prouver que Rick l'a bel et bien déposée à 8h et quelques, comme il le dit depuis le début. Dave Hutchinson, qui gère l'enquête, aimerait bien éviter un second scandale, vu qu'il a pas mal eu l'air con quand tout le monde a appris que Tia était portée disparue depuis une semaine au moment de la découverte de son corps. Ses agents vont prendre leur temps, réquisitionner les bandes vidéo et commencer à suivre la voiture de Rick Thorburn à travers la ville. Ils l'aperçoivent bien dans les alentours de l'établissement le matin, à l'heure qu'il a indiquée. Le souci, c'est que Rick ne s'arrête pas pour déposer Tia Palmer. Personne ne descend du véhicule. Rick ne fait que passer devant le collège. Puis il part. Mais où? Eh bien, selon les enquêteurs qui tentent de suivre sa trace à travers les caméras de surveillance, la voiture de Rick Thorburn se dirige à ce moment-là, au moment de la disparition de Tia, sur le pont Kerkin Road, là où sera retrouvé son corps. Entre-temps, l'enterrement a lieu. Une famille bouleversée. Le 14 novembre 2015, les obsèques sont organisées. D'après la presse de l'époque, c'est 1 millier de personnes qui se déplacent ce jour-là pour rendre un dernier hommage à Tia, disparue et assassinée le 30 octobre dans l'indifférence générale. Des entreprises locales vont se porter volontaires pour produire des t-shirts avec son nom pour que tout le monde puisse lui rendre hommage. Des centaines de fleurs vont être distribuées autour du cercueil et des dizaines de ballons seront déployés. Rick, le père adoptif de Tia, se portera volontaire pour porter le cercueil et mener Tia vers sa dernière demeure. Cette photo fera le tour des journaux et émissions de télé australiennes. Après l'enterrement de sa fille, Cindy va accepter de participer à plusieurs conférences de presse.
Malheureusement, ce ne va pas du tout bien se passer pour elle, puisqu'elle ne correspond pas à ce que les journalistes et la population en général veulent voir. Cindy, face à la caméra, ne pleure pas. Elle s'exprime assez bien, n'a pas les yeux rouges rongés par le chagrin. Elle garde son calme et parle selon la presse, sans émotion. Les journalistes viendront même lui demander pourquoi est-ce que le sort de Tia l'intéresse aujourd'hui, alors qu'elle l'a clairement abandonné il y a quelques années. Il est trop tard pour s'occuper d'elle maintenant. Oui, on en est à ce niveau-là, mais au point où on en est, c'est plus vraiment choquant. Malgré qu'elle soit traînée dans la boue et jugée injustement, Cindy va continuer de se mobiliser pour sa fille, autant qu'elle peut. Elle va venir devant le collège pour distribuer des bracelets et des t-shirts pour que personne ne l'oublie et puisse peut-être se souvenir de quelque chose. Les Thorburn, de leur côté, ne vont pas chercher à accueillir quelqu'un d'autre dans leur famille. Rick ne sera pas interrogé sur le fait que sa voiture ne se soit pas arrêtée devant le collège de Tia le 30 octobre, ou en tout cas, pas sous l'œil des caméras disposées aux quatre coins de la rue. La fin d'année va être très calme concernant l'affaire. D'après ce que j'ai pu trouver, il y a eu une perquisition organisée dans une maison abandonnée qui aurait apparemment appartenu à une famille de migrants africains selon les journaux, mais cette perquisition et les expertises n'ont rien donné. Il faudra attendre le 10 mai 2016 pour qu'un appel bouleverse complètement l'affaire. Un appel terrifiant. 7 mois après le meurtre de Tia, les enquêteurs reçoivent un appel. Au bout du fil, c'est une femme qui explique qu'elle sait des choses concernant le meurtre, mais qu'elle souhaite rester anonyme par peur des représailles. Les enquêteurs acceptent. La femme débute alors son récit. Elle explique que Trent a couché l'année dernière avec Tia et qu'il l'a possiblement mise enceinte. De plus, elle sait de sources sûres, puisqu'elle se présente comme une proche de la famille, que dans la nuit du 30 au 31 octobre, les Thorburn se sont réunis pour mettre au point un alibi à suivre en cas d'interrogatoire. L'appel coupe net et fait l'effet d'une bombe au sein de l'équipe d'enquêteurs. Certes, pendant un moment, ils avaient soupçonné les Thorburn de leur cacher certaines choses à propos de Tia, mais de là à les accuser de meurtre, c'est un fait très grave pour lequel il faut des preuves. Le 27 juin, toute la famille est convoquée. Rick, Julienne, Trent et Josh sont interrogés séparément. On leur pose les mêmes questions. Quelles étaient leurs relations avec Tia? Y a-t-il eu de violentes disputes? Comment était-elle le matin de sa disparition? Tous répondront la même chose. Tia était une fille gentille, avec laquelle ils avaient déjà eu de petits problèmes de fugue et d'absence au collège, mais pas plus. Une simple question leur sera alors posée. Avez-vous quelque chose à voir dans la mort de Tia Palmer? Les Thorburn répondront non. Rick expliquera que le jour de sa disparition, Tia était heureuse. Elle semblait être contente. Elle allait certainement passer une bonne journée. Les enquêteurs, ne trouvant aucune faille dans leur discours, tout le monde est relâché. Mais justement, c'est ce discours un peu trop parfait qui va mettre la puce à l'oreille de nos chers policiers australiens. Puisque ce jour-là, au moment des interrogatoires, aucun membre de la famille ne semblait stressé. Personne n'a bégayé, comme s'ils avaient été préparés à cet exercice et ils avaient répété quoi répondre en fonction des questions. Même si vous êtes innocent, un interrogatoire, c'est quand même quelque chose de stressant. Donc, vous devez un minimum montrer des signes de stress. Une jambe qui bouge un petit peu, vous rongez les ongles. Là, les Thorburn n'ont rien montré. La femme anonyme qui a dénoncé la famille va finalement être identifiée comme étant une tante de Trent et Josh. Son prénom n'a pas été divulgué, mais elle était assez proche des Thorburn et s'entendait très bien avec les deux ados. C'était un peu la tata cool à qui il pouvait se confier en cas de souci. Elle est convoquée à son tour, discrètement bien sûr, pour qu'elle ne subisse aucune pression de la part de Rick si la famille a quelque chose à voir dans l'affaire. Les enquêteurs vont découvrir que cette femme, depuis octobre 2015, depuis le début de l'affaire, a réponse à toutes les zones d'ombre. Elle est la clé pour résoudre le cas Tia Palmer. Pendant cet interrogatoire cordial mais tout de même sous pression, la tante souhaitant rester anonyme va faire une chose simple, montrer les messages que Trent lui a envoyés sur Facebook le 28 octobre, 2 jours avant la disparition de Tia. Voici la conversation complète. Hey, tu es libre, j'ai vraiment besoin de te parler. Bien sûr, quoi de neuf? J'ai des ennuis et je ne sais pas quoi faire. Je sais que ça va être difficile à croire pour toi, mais je te dis la vérité. Aide-moi. Maman et papa sont sortis lundi chercher de la nourriture pour chevaux et j'étais à la maison pour faire mes devoirs. Tia était là aussi. Après le départ des parents, elle m'a dit que si je ne faisais pas l'amour avec elle, elle tuerait mon chien Lewis. Elle essayait de me faire faire des choses avec elle depuis longtemps. Sous la contrainte, j'ai eu des relations sexuelles avec elle, sans protection. Mais maintenant, elle dit qu'elle a des douleurs au ventre. C'est mal. Je me déteste pour ça, mais j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Je préfère me tuer que de vivre avec ma famille qui va penser que je suis un malade. Crois-moi, je veux juste qu'elle disparaisse de ma vie. Et je sais aussi qu'elle est une source de revenus pour maman et papa. Je ne peux pas risquer que nous perdions de l'argent parce qu'elle est partie. Dans la suite du message, Trent explique à sa tante que Tia lui a avoué avoir parlé à l'une de ses amies, une certaine Taléa, qui est au courant des relations qu'ils ont eues. Cette Taléa ne sera jamais identifiée. Sa tante lui a alors répondu « Tu dois tout dire à tes parents. Réfléchis bien aux questions qu'ils vont te poser. Et surtout, sois honnête. » On pourrait voir à travers ces messages un motif de meurtre. Trent a couché avec Tia de façon consentante ou non, la question sera posée après, vous en faites pas. Et les parents, voulant éviter des poursuites judiciaires
à leur fils ont simplement décidé d'assassiner, de mettre fin à la vie de Tia. Alors quand votre fils couche avec une gamine de 12 ans et la met possiblement enceinte, je pense qu'il y a d'autres moyens modernes que d'assassiner la fille. Après, ça reste mon avis, bien sûr, comme d'habitude. Malheureusement, et heureusement même, ces messages Facebook ne sont pas recevables, ne sont pas suffisants pour accuser quelqu'un d'un meurtre. C'est un fait grave pour lequel il faut des preuves solides. Pendant les vacances des Thorburn en août, les enquêteurs vont mettre en place des micros dans leur domicile pour tenter de capter des conversations qu'ils pourraient avoir entre eux. Si toute la famille est dans le coup, ils vont forcément, à un moment ou à un autre, parler de l'affaire et de la ligne à suivre en cas de nouvelles provocations. Et pour être sûr qu'ils parlent entre eux de l'affaire, une fois de retour de vacances, la famille va recevoir un appel leur demandant de venir au poste le 19 septembre. Voici ce que les micros vont enregistrer. Suite à ces deux interrogatoires, Trent et Rick sont arrêtés à leur tour. Toute la famille est placée en garde à vue, le temps de savoir exactement ce qui s'est passé aux alentours du 30 octobre. Qui a tué Tia Palmer? À partir de là, tout va aller très vite. Chaque membre de la famille va tenter de sauver sa peau. Et grâce au témoignage de Josh, Trent et Julian, on sait à peu près ce qui est arrivé à Tia Palmer dans la nuit du 29 au 30 octobre 2015. Et ce soir-là, Trent avoue à sa mère qu'il a eu une relation avec Tia parce qu'elle avait menacé de faire du mal au chien. Bon, pour l'excuse, on repassera. Il explique alors paniqué qu'elle se plaint depuis quelques jours de maux de ventre et qu'il a peur qu'elle soit enceinte. Il précise à sa mère qu'avant de lui en parler, il en a discuté avec sa tante. On ne sait pas de quand date le rapport, donc il est difficile de dire si Tia a pu être enceinte ou non au moment de son meurtre, car ça n'a pas été vérifié par le médecin légiste de l'époque. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, Trent et Josh partent à leur cours de danse. Julian dit alors à son fils, je cite, nous allons nous en occuper et nous en sortir. Lorsque Rick rentre du travail, il apprend la nouvelle et demande à Julian d'aller rendre visite à la fameuse tante. Quand la mère Thorburn quitte le domicile, il est aux alentours de 20h. Elle dit alors à Tia d'aller se coucher, ce que l'adolescente fait. À 22h, Julian, Trent et Josh rentrent quasiment en même temps. Tous demandent alors à Rick si Tia va bien, si elle s'est de nouveau plein de maux de ventre. Ce à quoi Rick répondra, tout est réglé, ne posez aucune question, vous n'avez pas besoin de savoir. J'en suis occupé. Julian va alors se diriger vers la chambre de Tia, mais en essayant d'ouvrir la porte, elle va se rendre compte que celle-ci est fermée à clé. Rick lui dira alors, n'entre pas là-dedans, demain sera une journée normale. À ce moment précis, Tia Palmer est déjà morte. Elle gît sans vie dans son lit. La cause précise de son décès n'est pas connue. Lors des perquisitions et des expertises qui ont suivi après les aveux, aucune trace de sang n'a été retrouvée. Alors presque un an après les faits, les Thorburn ont bien évidemment eu le temps de tout nettoyer. Mais on est quand même dans le monde moderne, on est en 2015-2016, et les experts scientifiques sont capables de faire parler des traces de sang qui ont été nettoyées. Pourtant, ils ne vont absolument rien retrouver dans la maison, ni même dans la chambre de Tia. Ils poussent à croire que l'adolescente a été étranglée ou étouffée. On ne connaît pas aujourd'hui ces derniers mots, mais franchement, je pense qu'elle n'a pu rien comprendre à ce qui était en train de lui arriver. Si Rick est bel et bien tueur, comme vous verrez peut-être après, elle n'a pas compris pourquoi son père adoptif lui a sauté dessus et a mis fin à sa vie. Le lendemain, 30 octobre 2015, Rick a conduit jusque devant le collège pour se faire voir des futurs témoins. Puis, il a été jusqu'au pont de Kirkinrod. Il a jeté le corps à l'eau, mais avec le courant, Tia est revenue sur la rive. Elle sera découverte 6 jours plus tard. Le jour de la disparition de Tia, Rick va bien faire comprendre à sa famille qu'il faut se mobiliser pour faire croire qu'il la cherche, qu'il faut tout faire pour que l'opinion publique ne les soupçonne pas. Et si Trent n'avait jamais parlé à sa tante, cette affaire serait certainement devenue un cold case, jusqu'à temps plein de crack. Après le meurtre, Rick va prendre contact avec la tante qui a fini par lancer la famille, puisqu'elle est la seule à ce moment-là à être au courant de ce qui s'est passé. Elle ne sait pas pour le meurtre, mais vu les messages que Trent lui a envoyés 48 heures avant que Tia ne disparaisse, elle se doute bien que c'est une sacrée coïncidence. Rick va donc lui demander de supprimer ces messages, sans vraiment la menacer, mais en lui faisant comprendre que ce serait dommage qu'elle disparaisse à son tour. Bien sûr, la tante, sous pression, va supprimer les messages, mais elle va avoir le réflexe de prendre des captures d'écran qui seront donc montrées plus tard aux enquêteurs. Face à toutes ces preuves, à tous ces aveux, Rick Thorburn va décider de plaider coupable du meurtre de Tia Palmer. Julian, Josh et Trent vont être jugés assez rapidement. Ils vont tous plaider coupables. Julian, pour avoir dissimulé le meurtre et avoir couvert son mari, sera condamnée à 18 mois de prison. Elle en purgera 6. Elle dira au tribunal qu'elle a gardé le silence pour protéger sa famille, mais que désormais, elle n'a plus l'impression que Rick soit son mari après ce qu'il a fait. Josh, lui aussi pour avoir dissimulé le meurtre, sera condamné à 3 mois de prison. Trent, pour détournement de mineurs et mensonge, sera condamné à 4 ans. Il fera au final 1 an et 4 mois de détention. C'est très intéressant de voir que dans cette affaire, il n'a jamais été question de viol. À chaque fois, la responsabilité a été mise sur le dos de Tia. Que ce soit dans les articles ou par rapport au témoignage de la famille Thorburn, ils ont tous dit que Tia s'était approchée de Trent et voilà pourquoi elle avait été assassinée. Sauf qu'en fouillant un petit peu, j'ai découvert qu'il existait des témoignages qui avaient été passés sous silence concernant Trent et même Rick à propos d'abus que d'autres enfants qui étaient passés par leur famille avaient subi. La question du consentement et du viol doit être posée dans cette affaire, mais au moment des faits, la victime étant décédée, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui d'ailleurs malheureusement, et bien la justice n'a pas voulu tenter de répondre à cette question. C'est pour ça que Trent a toujours gardé la même ligne de défense. Tia l'a chauffée, l'a menacée, l'a couché avec elle et malheureusement elle est tombée enceinte. Point final. La procédure pour condamner Rick va être plus longue puisqu'il ne va absolument rien lâcher. Il est mis en prison dès septembre 2016 mais son procès n'a lieu qu'en mai 2018. Et en 2 ans de détention, il va changer plusieurs fois sa version des faits. Tout d'abord, il va dire qu'il a bien tué Tia, mais il ne sait plus comment. Ensuite, il va dire qu'il est finalement innocent et que tout ça est un complot contre lui. Puis, il va se faire tabasser en prison et va expliquer que son passage à tabac lui a fait retrouver la mémoire. Bon, pourquoi pas. Il va donc écrire une lettre expliquant qu'effectivement maintenant, il se souvient d'avoir mis fin à la vie de Tia, mais que c'était un accident. Voici ce que dit la lettre, à vous d'y croire ou non. Tia et moi nous sommes disputés. Elle déconnait, elle était têtue et ne voulait pas se coucher. Elle a fait son sac et s'est dirigée vers l'allée. J'ai essayé de lui parler et je lui ai dit qu'elle était stupide, qu'elle avait besoin de revenir à la maison. Je l'ai suivie jusqu'à la porte d'entrée. Après environ 200 mètres, j'ai décidé de la ramener chez elle. J'ai mis mon bras autour d'elle et j'ai essayé de la faire reculer.
que cela a causé à beaucoup de gens, mais je suis vraiment désolé. Je sais que je ne reverrai plus jamais l'extérieur d'une prison. Je vais mourir en prison. Tout ce procès sera marqué par une ribambelle d'insultes qu'il jettera à la cour, se sachant de toute façon foutu. Il dira au psychologue qu'il les emmerde, au juge que de toute façon, il sera reconnu coupable de tout et n'importe quoi. Josh, Brent et Julian viendront témoigner contre Rick pour sauver leur peau. Au moment de son procès, ils étaient déjà tous libérés. Pendant son jugement, Rick a fait une tentative de suicide à l'aide de médicaments, mais celle-ci échoua. Le 25 mai 2018, Rick Thorburn est déclaré coupable du meurtre de Tia Palmer. Il est condamné à une peine de prison à vie avec une possibilité de libération sous condition en 2036. On n'a pas la même définition de perpétuité ou de prison à vie, mais bon, pourquoi pas, c'est le 21e siècle, tout est permis, on prend perpète, mais on sort 20 ans plus tard, c'est la fête. Rick Thorburn a été pour Tia, celui qui l'a recueilli, celui qui l'a trahi et celui qui l'a emmené dans sa tombe. Son propre tueur a porté son cercueil. Cindy déclarera à la fin du procès: il doit simplement assumer une part de responsabilité pour ce qu'il a fait. Je ne ressens aucune sympathie pour lui ou sa famille. Tia était une belle jeune fille qui avait toute sa vie à espérer. Rick me l'a enlevé. Aujourd'hui, Josh, Brent et Julian se font très discrets. La mère de famille, lorsqu'elle sort, porte des perruques et des vêtements discrets pour ne pas être repérée. Brent a complètement changé de visage, de style et a même pris du poids pour ne plus être reconnu. Quant à Josh, c'est peut-être le plus innocent de l'histoire, il a juste teint ses cheveux. Cindy, de son côté, a réussi à se sortir de la galère dans laquelle elle était. Elle a fondé une famille et aujourd'hui, heureuse, et rend régulièrement hommage à sa fille. Malheureusement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Tia Palmer, qui avait 12 ans.